107.5. Des 12. Des 12 de Pierrot Attiobé sur 107.5. Dimanche 23 août 2020, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre des 12 de Pyramide FM. Mali, quand l'Afrique refuse de comprendre le monde, les années 60 ne sont-elles pas en train de revenir 60 ans après les indépendances? Voilà l'une des questions qu'on peut se poser cette semaine. Le Mali, mais aussi la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée sont en train de reposer des questions qu'on a pourtant pensé régler dans le cadre de plusieurs réformes et de protocoles comme celui additionnel de la CEDEAO ou encore celui de Bamako consacré par la francophonie. En novembre 2000, dans la capitale malienne, les États francophones avaient proclamé que francophonie et démocratie sont indissociables. Entre 2000 et 2020, l'espace francophone a connu moult bouleversements. Le Mali n'a pas tourné les pages des coups d'État. Ce faisant, la francophonie continue-t-elle de rimer avec la démocratie? En cette année, des militaires accèdent à nouveau au pouvoir au Mali après l'expérience de 2012. Les mandats présidentiels sont devenus un épouvantail. Ils agitent la Guinée et la Côte d'Ivoire. Le Togo a connu les mêmes agitations. Pour le Togo, tout était parti un 19 août 2017 avec aux commandes le PNP. Cette semaine, le Togo s'est très discrètement souvenu de ces mouvements violents, parfois sanglants, avec au bout des morts. La mort, elle est redoutée et c'est de façon effroyable qu'elle s'est invitée sur la scène politique togolaise. La liste des personnalités ayant tourné le dos à la vie s'est allongée. Le ministre Baptiem Sili Pabré, longtemps chef de protocole d'État, est mort à son tour à Paris, tout comme les anciens premiers ministres Yorvia Boyibo et Edem Kodjo. Paris est-il devenu la principale porte d'entrée des personnalités politiques africaines vers l'enfer ou le paradis? L'annonce du dernier décès est survenue au moment où le corps de l'ancien président de l'UTD de la CPP s'apprêtait à retourner à la terre. En ce dimanche, jour du Seigneur, quel passage biblique autre qu'Ecclésiaste 12, verset 7 peut mieux convenir à la circonstance? Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu comme il l'a donné. Quand on évoque l'esprit, quand on évoque Dieu, les deux ne sont jamais loin dans l'espace politique du Togo. Ces derniers mois, ils se sont fortement matérialisés par la dynamique qui porte le nom de l'ancien archevêque de Lomé. La dynamique Podjo fait partie désormais du quotidien des acteurs politiques. Le pouvoir l'évoque, les autres entités de l'opposition aussi. Mais quel est l'état de santé de la dynamique? Pas ces temps de mousson et de Covid durant lesquels les esprits sont focalisés sur tous les symptômes désormais connus des Togolais. La dynamique fait-elle de la fièvre? Sa température reste-t-elle au-dessous des 37 degrés? Au CHR de Lomé et au ministère de la Santé, les autorités restent préoccupées puisque le nombre de cas de Covid-19 continue son ascension. C'est une délégation de la dynamique de Monseigneur Podjo qui est dans le studio. Philbert Atisso, président de Togo autrement, et Gérard Adia, vice-président du MPDD. Le D12 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70 D12 26 Las Boga Koudrior. Chers invités, bonjour. Bonjour, Pierrot Attiobé. Comment vous allez? Très bien. Il y a cette question que moi-même je me pose de plus en plus, à savoir si nos habituels invités nous reviendraient de sitôt. J'avoue qu'il est de plus en plus difficile de faire venir les acteurs politiques dans les émissions. De nous dit que c'est pour un temps où cette situation va durer. Vous êtes journaliste, ça commence par vous. Oui. D'abord, merci Pierrot Attiobé pour cette invitation ce dimanche. Vous savez que les dimanches, tout le monde reste à la maison. Donc, votre émission est de grande écoute, surtout en ces temps de Covid-19 où les lieux de culte sont pas ouverts. Je profite de votre antenne pour dire bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent. Alors, vous posez la question de savoir si les acteurs politiques ont décidé de boycotter les médias. Alors, ce que vous devez savoir en tant que journaliste, c'est que quand on est acteur politique, on ne parle pas tous les jours. C'est quand on a envie de parler que l'on sollicite les médias. Et ce qui est paradoxal, c'est que les médias vous sollicitent tout le temps, parfois au moment où vous n'avez pas envie de parler. Quand on n'a pas envie de parler, qu'on vous sollicite et que vous répondez,
vous risquez d'aller raconter n'importe quoi sur les médias. Donc, rassurez-vous, les médias ne boycottent pas, en tout cas, les acteurs politiques ne boycottent pas les médias, les journalistes, mais c'est que nous avons un temps pour parler, nous avons un temps pour nous taire. En fait, je pose la question parce que je ne sais pas si le monde togolais est un monde assez particulier, puisque quand on prend les grands pays, chaque temps, les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, chaque temps, ils parlent. Non, pas forcément. Les acteurs politiques, même d'ailleurs, ne parlent pas tout le temps. Vous savez qu'en politique, il y a ce qu'on appelle la rentrée politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les acteurs politiques se préparent, et ils s'organisent, ils affûtent leurs armes, leurs arguments, et ils commencent par parler. Vous savez que nous sortons d'une élection présidentielle qui a débouché sur une crise électorale. Et vous devez constater que les acteurs politiques sont sortis très éprouvés de cette élection-là, qui a été comme toutes les autres élections. Nous en parlerons sans doute dans les prochaines... Voilà, nous sommes en train de nous préparer, les états-majors sont en train de s'organiser pour parler à nouveau. Mais en fait, je reste sur ma position parce que si ce que vous dites est vrai, les grandes émissions politiques dans les grands pays allaient mourir depuis, puisque dans ces pays-là, des émissions qui sont passées tous les jours accueillent tous les jours des acteurs politiques, qu'ils soient des ministres ou des gens issus de l'opposition. Vous savez qu'il y a acteurs politiques et acteurs politiques, il y a des différences. Il y a ceux qui veulent parler tout le temps, il y a ceux qui estiment qu'ils sont assez sérieux et que s'ils n'ont pas de sujets nouveaux sur lesquels ils voudraient s'exprimer, eh bien ils ne parlent pas. Moi j'ai fait certains pays de l'Occident et j'ai pu constater que les acteurs politiques ne parlent pas tous les jours. C'est aussi notre cas. La dynamique, Monseigneur Kodjo travaille tous les jours que Dieu fait. En notre sein, nous tenons des réunions au cours desquelles nous faisons des réflexions très prolixes, très fécondes. Nous travaillons sur le terrain, mais nous avons décidé pendant un temps de garder un peu le silence parce que nous sommes un tonneau assez plein. Nous n'avons pas envie de faire du bruit pour rien. Je pose la même question à Gérard Dia, puisque lui, il n'a jamais été journaliste, mais c'est devenu très gênant, notamment pour les acteurs des médias. Et quand on sait qu'on envoie des messages d'invitation aux acteurs politiques, et on envoie des mails, et on appelle carrément des fois, et ça frise parfois le mépris. Et on se demande ce qui se passe. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion également pour saluer les auditrices et les auditeurs. Bon dimanche à tout le monde. Et pour répondre à votre question, je dirais à la suite de M. Fulbert Tissot que c'est vrai que les acteurs politiques ne peuvent pas parler tout le temps, mais il y a acteurs politiques et acteurs politiques. Parce que quand vous êtes au pouvoir et que c'est vous qui êtes appelé à amener des actions de gouvernance pour que les citoyens soient satisfaits, à ce moment-là, vous pourrez à tout moment expliquer ce que vous faites et puis donner des directives ou des orientations politiques à vos actions. Et à ce moment-là, ce sont des acteurs qui sont au pouvoir, qui sont en exercice, qui doivent tout le temps parler pour que les gens les comprennent. Bon, alors, si c'est ce que vous voudriez dire, on vous comprendrait. Mais les acteurs politiques qui sont dans l'opposition et qui sont censés contrôler ou bien critiquer le pouvoir et les amener à mieux faire, je crois qu'ils ont un temps de réflexion avant de pouvoir communiquer. Et donc, vous auriez raison. Si au Togo, les acteurs politiques du pouvoir n'aiment pas parler, et moi je ne peux pas savoir pourquoi ils n'aiment pas parler, je crois que vous ferez mieux de leur poser la question. Non, mais en fait, ma question, je continue par la maintenir. Quand je parle de mépris, je pose en même temps la question de la politesse en politique et de la bienséance. C'est-à-dire que quand vous envoyez une invitation à un acteur politique, la petite chose, c'est de répondre que je ne suis pas disponible. Et vous voudriez bien m'inviter une prochaine fois. Puisque quelques temps après, c'est les mêmes acteurs qui courent du coup derrière. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que la bonne manière, on a l'impression qu'elle est en train de quitter la scène politique. Et puis, moi, je me pose la question si certains ne se sont pas trompés de vocation.
Bon, vous, je pense que, je ne sais pas si vous vous adressez à nous ici, parce que moi, À travers vous, aux acteurs politiques. bon, on ne peut pas savoir ce que fait chacun dans sa chambre ou dans son salon. Et nous autres, quand un média nous invite, bon, on sait comment répondre. Si on ne peut pas répondre à l'invitation, on sait comment le dire. Mais s'il y a d'autres personnes qui ne savent pas le faire, je crois que, bon, vous pouvez initier un cours de bonne conduite pour que nous tous nous appelions. Bien, merci. Ceci étant, nous allons abondamment parler de la dynamique de la scène politique du Togo, aussi de ce qui se passe dans la sous-région ouest-africaine. Et même ma toute première question, c'est de savoir dans quel état vous êtes, parce qu'on ne vous a plus écouté, on ne vous a plus vu, ça fait un bon bout de temps. Fulbert Tissot, et dans quel état êtes-vous depuis plusieurs mois que vous êtes retrouvé au sein de la dynamique? Non, nous sommes en très bon état. Nous sommes requinqués par d'abord ce qui s'est passé le 22 février 2020. Vous savez que même si les choses n'ont pas été comme tout le monde l'a vu, ben, tout le monde garde quand même une certaine conviction, une certaine vérité. Et donc requinqués par les résultats du 22 février 2020, nous avons continué à travailler au sein de la dynamique. Vous savez que la dynamique a été confectionnée, conçue à la hâte, avec comme parrain Monseigneur Philippe Fanouko Podro, dont je salue ici la détermination et le courage. Malgré un âge très avancé, il a décidé de s'impliquer en disant « Je veux voir mon pays changer avant de retourner vers Dieu pour lui rendre compte. » Donc il s'est jeté à l'eau et il a appelé toute l'opposition. Certains ont bien voulu répondre et c'est nous qui sommes restés aujourd'hui dans la dynamique. Nous avons répondu, la dynamique a été conçue, un candidat unique a été choisi pour la dynamique, nous l'avons soutenu et tout le monde a pu voir les résultats qui ont été obtenus. Bon, maintenant, après ce résultat qui a été obtenu, et puis ce qui s'est passé par la suite, tout le monde l'a vu, qui n'est pas différent de ce qui se passe toujours lorsqu'on organise des élections présidentielles au Togo. Et bon, voilà, la dynamique a décidé de travailler pour d'abord se consolider, pour s'implanter sur l'ensemble du territoire national. Et c'est ce travail que nous nous sommes attelés de faire depuis plusieurs mois. Nous avons choisi de ne pas faire du bruit. Je disais tantôt que nous ne sommes pas un tonneau vide, nous sommes un tonneau plein. Nous ne faisons pas beaucoup de bruit, mais nous travaillons. Au sein de ce que nous appelons la conférence des présidents, qui se réunit au moins 2 fois par semaine. La conférence des présidents, c'est l'ensemble des organisations politiques et associatives qui composent la dynamique. Nous nous réunissons, nous faisons la lecture de la situation politique, à la fois nationale et internationale, et puis nous travaillons sur le terrain. Nous ne l'avons pas dit, mais nous avons été sur le terrain sur toutes les prochaines périodes, où nous avons implanté la dynamique dans la plupart, pour ne pas dire toutes les communes du Togo. Le Grand Lomé et l'ensemble des communes. Mais la dynamique a un point focal. Oui, ce qui est curieux quand vous évoquez l'implantation de la dynamique, et on peut se poser la question de savoir si la dynamique est devenue un parti politique, puisqu'on sait qu'au départ, la dynamique était née pour répondre à une situation donnée. Est-ce qu'elle devient finalement un parti politique? Alors, au départ, comme je l'ai dit, la dynamique était une organisation de conjoncture qui devait porter un candidat, parce que l'ensemble du peuple a demandé que les partis de l'opposition, les organisations à la fois associatives et politiques de l'opposition se rassemblent, désignent un candidat face au candidat du pouvoir. C'est ce que Monseigneur Podro a fait. Et c'est dans ce travail qu'il était depuis très longtemps. Le candidat a été désigné, l'élection a été organisée, nous avons pu voir ce qui s'est passé, les résultats que la dynamique a engrangés, alors même qu'on ne vendait pas cher la peau de la dynamique. On a dit, toutes les organisations qui étaient dans la dynamique, bon, certains ont dit qu'elles ne représentaient pas grand-chose, mais tout le monde a pu voir quand même les résultats que nous avons engrangés. Non, mais Maintenant, quand vous évoquez les résultats, vous faites allusion à quoi? Quels résultats? Ben, les résultats des élections. Nous allons revenir là-dessus.
Mais je voudrais continuer à répondre à votre question en disant que d'une organisation conjoncturelle, nous avons décidé d'aller vers une organisation pérenne. Parce que nous estimons aujourd'hui que la lutte politique doit répondre à la demande des populations. Les populations disent dépasser les chapelles politiques. Parce que les chapelles politiques sont source de division, de guerre fratricide, de guerre intestine. Dépasser les chapelles et faites en sorte que la lutte politique devienne une lutte citoyenne. Et c'est ce que la dynamique a vocation de faire. C'est pour cela que nous disons que la dynamique Monseigneur Podro est un mouvement citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte que le citoyen s'engage dans la lutte, mais pas forcément au nom d'un parti politique, pas forcément au nom d'une association, mais tout simplement parce qu'il est togolais et qu'il voudrait que son pays change. Donc, nous voulons faire en sorte que la dynamique Monseigneur Podro inaugure quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire aller vers un mouvement citoyen qui fasse engager chacun et chacune dans la lutte politique. Le tout porté par une foi divine. Bien, merci. La question posée, c'était de savoir pourquoi vous dites que vous êtes requinqué après les élections. Est-ce que c'est la même situation chez vous, Gérard Adia? Est-ce que vous êtes vous aussi requinqué? Chez nous, où vous personnellement, et puis la dynamique par la suite. C'est évident, puisque nous parlons de mouvement citoyen. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes très avancés, puisque nous avons créé ce que nous appelons le traité citoyen de la libération nationale. Et donc, c'est une émanation qui fait regrouper toutes les associations, tous les mouvements politiques, tous les partis politiques, et tous ceux qui désirent bien travailler pour l'alternance au Togo. Et donc, aujourd'hui, nous disons que c'est du jamais vu, c'est la première fois qu'une force politique ou bien un mouvement politique se transforme en mouvement citoyen et qui vise une seule chose, l'alternance et puis la démocratie au Togo. Et donc nous sommes dans cette dynamique-là pour travailler afin que chacun se départisse de son appartenance politique et qu'on se dise que nous sommes mus par un objectif, l'alternance au Togo, la démocratie au Togo, le développement au Togo et puis la renaissance du Togo. Donc nous sommes requinqués par la foi que Monseigneur Podro imprime à ce mouvement. Et donc nous disons que le Togo a été un mauvais exemple depuis 1960 ou bien 1963, en inaugurant le premier coup d'État en Afrique. Il a été également un mauvais exemple lors de la dévolution du pouvoir après la mort du président Yadema, que ce soit de cette manière-là que les choses se sont passées. Ce n'était pas la bonne manière parce qu'on a foulé au pied la constitution togolaise et on a procédé autrement pour remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors que c'était le président de l'Assemblée nationale qui était censé incarner la transition. C'est une partie de l'histoire qu'on sait. Oui, bien sûr, c'est important. C'est tout cela qui amène les problèmes aujourd'hui. Oui, parce que ce sont des mauvais exemples que les gens copient ailleurs et qui continuent de poser des problèmes jusqu'à ce jour. Et donc nous sommes obligés de revisiter l'histoire, de voir de quelle manière nous pouvons redonner de bons exemples cette fois-ci. Parce que toute l'Afrique est en train de chavirer. Nous parlerons de l'Afrique sans doute. Vous parlez de mouvements citoyens, de mouvements pérennes. Vous évoquez l'alternance. Vous parlez de renaissance. En 2020, quand on vous écoute après les dernières élections, quand on se remémore tout ce qui avait été dit après les élections, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la dynamique Podro a été un échec ou pas? Non, pas du tout. Tout sauf un échec. Tout sauf un échec parce que nous considérons que le 22 février 2020 a été une date mémorable. Et que à partir de cette date, il y a quelque chose qui s'est passé. L'alternance que les Togolais ont voulu, ils l'ont exprimée dans les urnes et ça s'est fait voir partout au Togo et dans le monde entier. Et donc, même si aujourd'hui le pouvoir n'est pas encore réellement acquis par la dynamique et exercé, nous considérons que quelque chose s'est fait ce 22 février. Et nous sommes dans la marche de la reconquête de ce pouvoir et de cette victoire-là pour que le système
qui n'arrange personne. Parce que ce système qui gouverne le Togo depuis plusieurs années n'arrange finalement personne. Ni les tenants du pouvoir, ni l'opposition, ni le peuple togolais. Aucune institution aujourd'hui ne peut taguer qu'elle fonctionne bien. Aucune institution au Togo. Et de cette manière-là, ça n'arrange personne. Parce que... Mais c'est vous qui le dites. Au niveau du pouvoir, on ne tient pas le même langage. Oui, ils ne peuvent pas tenir le même langage. Mais la réalité, c'est que un système bouffe toujours ses propres fils. Gérard Dia, vous dites que... Que vous soyez partisan ou non, les systèmes finissent toujours par faire du mal à n'importe qui. Vous dites que le 22 février a été mémorable. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, parce que le 22 février, on a juste vu ce qui s'est toujours passé au Togo. Le 22 février, on peut dire que c'était 1998 qui a rebondi. On peut dire que c'est 2010 qui a rebondi. On peut dire aussi que c'est 2015, parce que au Togo, les élections ont été toujours organisées. Un vainqueur a été déclaré, ou est déclaré officiellement, et puis il y a quelqu'un d'autre qui s'autoproclame ou qui conteste. Il n'y a rien de nouveau autour du 22 février. Oui, mais bon, il y a eu du nouveau. Il y a eu du nouveau. Mais dites-moi. Il y a eu du nouveau. Je ne voudrais pas vous poser des questions parce que vous allez me dire que c'est vous qui posez des questions. Mais posez la question, je vais vous répondre. Oui, est-ce que vous avez déjà assisté à une période post-électorale comme celle que vous connaissez aussi agitée? Non, mais en fait, moi, je ne vois pas d'agitation. Oui, peut-être vous feignez de ne pas voir. Non, mais en fait, qu'est-ce que vous appelez agitation, Gérard? Mais écoutez, je ne sais pas si vous êtes au Togo. Si vous êtes au Togo, vous devez savoir que depuis le 22 février, c'est comme si un événement spécial s'est passé au Togo et que le gouvernement ne gouverne plus. Ceux qui disent qu'ils ont gagné alors qu'ils n'ont pas gagné, ils ne peuvent plus gouverner. Nous le sentons. Les Togolais savent très bien que cette fois-ci, l'alternance est là, mais elle n'est pas encore matérialisée. Et puis, toutes les institutions sont comme dans une léthargie totale. Le pays n'avance plus. Et puis, il y a des événements qui se passent et qui étonnent tout le monde. Et le peuple aussi... Quel événement, par exemple? Quel événement, par exemple? Le peuple est terrorisé. Non, mais Gérard, quel événement étonne? Et je veux évoquer tout simplement la mort du colonel Madouba Bitala, qui est une mort quand même assez mystérieuse, parce que aller tuer un chef-corps dans un camp aussi sécurisé, un camp d'élite militaire, je crois que c'est un événement qui est assez grave et qui est assez mystérieux. Au-delà de et ça ne s'est jamais passé comme ça au Togo. Et ça, jusqu'à présent, personne n'arrive à élucider. Et on a créé une commission d'enquête qui, jusqu'à présent, n'a pas pu rendre un rapport. On a fait venir des équipes françaises qui ont ramassé des armes ici pour aller examiner. Jusqu'à présent, on n'a rien obtenu comme suite. Et tout ça, là, ça demeure une... je ne sais pas comment l'appeler. Un mystère. Et personne n'arrive à percer ce qui se passe au juste. C'est comme ça. Ce que vous décrivez là, oui. Est-ce que c'est pas... oui, quand on se rappelle les années 2010, au lendemain de l'élection de 2010, les manifestations organisées par le FRAC sur des années, est-ce qu'on ne peut pas les comparer finalement que c'est dans les mêmes dimensions? Non, on ne peut pas les comparer. Je réponds à la question. On ne peut pas comparer les deux moments ou les deux périodes. Parce que vous savez que après le 22 février 2020, il y a eu une contestation de la part de la DMK. Contestation qui a débouché sur des violences qu'on a exercées sur le domicile du président Agbeyo Mekodjo, le candidat de la DMK. La violence était inouïe et inédite, on n'a jamais vu ça. Et après, vous avez vu le harcèlement judiciaire dont les responsables de la DMK ont été l'objet. Nous avons été convoqués au SCRIC, nous avons comparu devant le procureur, le doyen des juges d'instruction, des questions nous ont été posées. Pourquoi est-ce que vous avez nommé un premier ministre? Pourquoi est-ce que vous avez nommé des ministres? Pourquoi est-ce que vous avez nommé des ambassadeurs? Tous ces événements-là, vous ne pouvez pas ne pas reconnaître que c'est des éléments nouveaux qui sont intervenus après une élection présidentielle.
Donc, c'est tout ça que nous appelons une nouvelle contestation. C'est ce que nous appelons l'agitation. Oui, mais en fait, Et aujourd'hui encore, l'agitation continue et ça a mis en difficulté le pouvoir. oui, mais en fait, C'est la première fois, Ouais. M. Pierre Atioubé, qu'on a fait une élection présidentielle où le Premier ministre n'a pas démissionné, qu'on n'a pas vu de gouvernement qui soit nommé, qu'on ne voit pas apparaître le chef de l'État qui rase les murs, qui se cache, qu'on ne voit pas la présence d'un pouvoir qui gère et qui gouverne le pays. est-ce qu'on ne peut pas répondre que c'est dû aussi à la survenue de la Covid-19 qui impacte un peu partout le monde le fonctionnement des Est-ce institutions? que la Covid-19 n'existe pas en France et dans d'autres pays? Non, mais On voit Macron parler tout le temps. Oui. On voit les chefs d'État monter au créneau tout le temps. On a vu au Mali les populations faire de grands rassemblements alors qu'il y avait la Covid-19. donc l'état Vous êtes d'accord d'urgence, avec donc moi? l'état d'urgence au Togo, qui est même prolongé, selon vous, il est dû au suite des élections qui ont eu lieu au Togo? Non, non. Moi, je ne veux pas parler. Oui, mais en fait, je veux serrer. puisque l'état d'urgence, c'est ça qui fait aussi que le gouvernement qui est là est reconduit de façon tacite. Oui, Non, mais- écoute, l'état d'urgence a été décrété en France aussi. Par contre, on a changé le gouvernement en France. Le Premier ministre avait démissionné entre-temps. On a nommé un nouveau Premier ministre qui a formé un nouveau gouvernement. Et les effets... Sans qu'il y ait eu des élections. Sans qu'il y ait eu des élections. Sans qu'il y ait eu des élections. Et puis, en France, le nombre de décès et de cas confirmés de Covid-19 n'est pas comparé avec ce que nous avons ici, heureusement. Vous comprenez? Et donc, on ne peut pas prétendre que c'est à cause de Covid-19 que les choses se passent comme ça. Je suis vraiment désolé. Alors, l'immobilisme de l'État, Donc cet comment immobilisme-là, vous l'expliquez? oui, mais en fait, vous l'expliquez par Mais le fait- nous l'expliquons par le malaise politique profond qui est né du 22 février 2020. C'est comme ça que nous l'interprétons. Et tout esprit sérieux ne peut que l'interpréter comme ça. La coutume politique de la nomination d'un nouveau Premier ministre après une élection présidentielle, c'est depuis belle lurette. La coutume n'a pas été respectée. Les autorités n'apparaissent pas, on ne les voit pas. Donc ça veut dire qu'il y a un malaise. Donc, le 22 février 2020, pour nous, reconnaissez quand même que ça a été une date où le paysage politique a été chamboulé. C'est la première fois qu'on a pu avoir un taux de participation Oui. qui a Ce grimpé niveau-là, jusqu'à 76%. 76%. c'est les chiffres officiels. Voilà. J'ai jamais vu ça. Oui, mais en fait, ça, c'est C'est- les chiffres officiels. Oui, mais, Oui. mais tu veux comprendre quel chiffre? Oui, mais en fait, je pose la question parce que derrière les chiffres officiels disent aussi que c'est l'actuel chef de l'État qui a gagné. C'est ça. Bon, aussi. voilà. Non, de toutes les façons, même s'il n'y a pas les chiffres officiels, nous avons senti quand même l'engouement autour des élections. On n'a pas vu cet engouement le 20 décembre 2018 où il y a eu des élections législatives. On n'a pas vu le même engouement. Ces élections ont été Donc boycottées. Ces élections ont été c'est la boycottées. dynamique, Monseigneur Podro, qui a permis cet engouement qu'on a vu. Et puis vous avez vu le chamboulement de tout le paysage politique. Les scores que certains partis traditionnels faisaient, vous avez vu tout ce chamboulement. Vous ne pouvez pas ne pas dire que quelque chose ne s'est pas passé. Et ce quelque chose qui s'est passé, c'est la dynamique qui en est l'artisane. C'est nous qui avons été l'auteur de ce qui s'est passé. C'est pour cela que nous ne pouvons pas laisser la dynamique dans la conjoncture de sa confection. Alors, ce qui s'est passé là, en quoi elle profite au Togo? Alors, ce qui s'est passé, elle profite au Togo dans la mesure où le pouvoir politique est dans de grandes difficultés. Il est dans la nasse. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Ouais. Alors, il est dans la nasse et ce que nous souhaitons en tant que parti de l'opposition, c'est qu'il y ait une alternance. M. Gérard Adja l'a dit tantôt, nous travaillons pour qu'il y ait une alternance. Et tant que nos actions peuvent mettre le pouvoir politique en difficulté, c'est une victoire pour les forces de Mais c'est l'opposition. pas la première fois aussi que le pouvoir politique au Togo est en difficulté. Mais pas comme cette fois-ci. Pas comme cette fois-ci où les actions de gouvernance, la gestion quotidienne du pays est en panne. Tout ça est en panne. Vous connaissez Alors, très bien l'histoire politique du Togo. Vous savez Oui. que la coopération avait été même suspendue
avec l'Union européenne dans les années 90, mais cela n'a pas empêché le Togo de continuer. Oui, cela n'a pas empêché le Togo de continuer. Nous sommes entièrement d'accord. Aujourd'hui encore, l'État continue, mais reconnaissons que le pouvoir qui incarne l'État est en difficulté. Cette difficulté, sincèrement, est-ce que c'était ça? Vous n'avez pas la même lecture. Vous nous avez invités en tant que dynamique, Monseigneur Poudrou. Nous déroulons notre lecture de la situation. Sincèrement, est-ce que c'était ça l'objectif de la dynamique? Non, pas de du mettre tout. en difficulté le pouvoir? Non, pas du tout. L'objectif de la dynamique, c'est de gagner l'élection et de prendre le pouvoir. Et gouverner. Alors, vous posez la question tantôt de savoir si la dynamique a échoué. Nous disons que la dynamique est portée par une prophétie divine. Alors, si elle est portée par une prophétie divine, ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas enfermer Dieu dans la temporalité, dans le temps. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore réussi à prendre le pouvoir que vous devez considérer que nous avons échoué ou que nos actions ont montré leurs limites. Moi, je ris au nez de ceux qui font cette lecture-là. C'est pour ça que je vous dis, nous continuons de travailler pour que nous puissions accéder au pouvoir, prendre le pouvoir, réaliser l'alternance. Et dans cette organisation, nous voulons innover par rapport à ce qui se faisait pendant tout le temps, depuis 30 ans. Innover, ça veut dire que faire dépasser la lutte politique au-delà des chapelles, nous voulons dépasser les chapelles politiques, faire en sorte que c'est le citoyen, c'est la citoyenne qui s'engage, le tout porté par la foi, parce que n'oublions jamais qu'on nous... Mais en fait, quand vous évoquez la foi, Oui. Artiste, vous personnellement, vous faites allusion à quoi? Puisque dans ce studio, votre question ou vos rapports avec Dieu, ces rapports-là sont un peu ambigus. Non, c'est jamais ambigu. Qu'est-ce que vous appelez ambigu? Vous pouvez dire que je n'ai pas la même conception de Dieu que les autres. Je n'enferme pas Dieu dans les cultes que nous voyons. Oui, mais en fait, je pose la question parce que ici, au centre de ce que vous décrivez, Oui. l'homme qui est là, c'est Monseigneur Poudrou. Oui. Vous savez pourquoi moi j'ai suivi? Nous, au niveau du Togo, autrement, nous avons suivi Monseigneur Poudrou. Je vous l'ai dit ici que notre parti est un parti démocrate croyant. Ça, vous le savez. Et quand Monseigneur Poudrou est arrivé et nous a dit, vous luttez dans la chair et dans le physique, je vous apporte le complément, le pendant spirituel. Nous avons répondu tout de suite. Il apporte la foi, ce qui nous a toujours manqué. En tant que parti démocrate croyant, eh bien, nous avons adhéré. Et quand le candidat a été choisi, les gens ont spéculé, les gens ont épilogué. Nous avons suivi tout de suite. Donc, voilà, si moi j'évoque la foi qui porte la nouvelle lutte de la dynamique, et même toute la nouvelle lutte de l'opposition, je suis fort aise en le disant. Seulement que j'ai eu une conception particulière et personnelle et individuelle de Dieu qui est une conception spirituelle ou spiritualiste de Dieu. Je n'ai pas la conception de ceux qui fréquentent les églises tous les dimanches et qui reviennent à la maison en disant nous sommes des chrétiens, nous sommes les adeptes de Dieu, nous sommes les musulmans. J'ai une conception spirituelle de Dieu avec l'appropriation de valeurs, avec l'appropriation de commandements que Dieu a ordonnés. C'est en phase donc avec Monseigneur Poudrou. Absolument. Monseigneur Poudrou, comment va-t-il? Il va très bien. Il se porte comme un charme. Mais il est où, Monseigneur Poudrou? Ben, il est là. Pourquoi vous voulez savoir là? Non, mais ça fait partie quand même des questions qu'on met de Togolais. Est-ce que vous avez cherché à le contacter et vous ne l'avez pas trouvé? Parce que ce n'est pas à moi que vous devez poser la question. Vous représentez la dynamique. Je représente la dynamique. Je vous dis que Monseigneur Poudrou est là. Si vous vous doutez qu'il n'est pas là, ou qu'il est mort, ou il serait quelque part caché, ben, essayez je vous donnerai son numéro avant de quitter votre studio et puis vous essayerez de le contacter, vous allez le trouver. Il est là, il se porte bien. Il continue de diriger la vie. Bien, merci. Il y a quelque chose d'assez, je ne dirais pas, oui, palpable. Il faut le dire, depuis le 1er janvier, votre dynamique a quand même réussi à faire parler d'elle presque tous les jours, soit dans les médias classiques, ou sur les réseaux sociaux. Ça, c'est à votre actif. Il se dit beaucoup de choses, notamment après les élections et tout ce qu'il y a eu après ces élections-là. Il y a certains qui vous critiquent très très fortement et ils disent que c'était de l'imposture ce qui s'était passé. Et que répondez-vous à cela?
Mais écoutez, ce serait mal vu que nous ne soyons pas critiqués. Parce que ce qui s'est passé ne s'est jamais passé. Et donc, certaines personnes ne s'y attendaient pas. Et c'est tout à fait normal que les gens soient surpris et qu'ils se posent des questions et qu'ils aillent même jusqu'à vouloir dire que c'est anormal ce qui s'est passé. Donc, les critiques, nous n'en faisons pas notre problème parce que ce n'est pas ça qui constitue l'objectif de la dynamique. Que les gens s'attaquent à nous ou nous disent des choses malveillantes sur nous, ce n'est pas notre objectif. Et puis on n'en fait pas un problème. Les Togolais ont un problème. Le système qui nous gouverne même a un problème. Et tout le Togo a un problème. Nous voulons régler les problèmes du Togolais par la foi que Monseigneur Podio nous a apportée. Nous sommes des hommes engagés pour travailler pour le Togo. Et il y a beaucoup de gens dans le système aujourd'hui qui gouvernent le Togo qui veulent aussi que les choses changent, que les choses évoluent, parce que ça n'arrange personne. Et les fils, ou bien les gens qui sont dans ce système aussi ont des difficultés. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens qu'on peut qualifier de proches du pouvoir peuvent avoir des difficultés avec le pouvoir. Et ça se passe. Et il y a plusieurs exemples. Et donc, on veut délivrer tous ces gens. Nous voulons travailler. Donc, ce n'est pas ces critiques-là qui constituent un problème pour nous. Nous avançons. Les critiques les plus surprenantes viennent du camp auquel vous appartenez, l'opposition. C'est-à-dire l'opposition? Oui. Aujourd'hui, certains estiment que vous avez réussi finalement à tuer l'opposition. Non, mais certains disent carrément que vous avez tué tous les acquis qui ont été obtenus. Quels sont ces acquis-là? Moi, je n'en sais rien. Que répondez-vous aussi à cela? Nous répondons à ces gens. D'abord, je ne sais pas qui ils sont, ces gens. Moi, j'ai souvent aussi lu des choses sur les réseaux sociaux où on dit que la dynamique a échoué, la dynamique a menti aux populations, la dynamique est composée d'acteurs qui ne sont pas sérieux. Moi, j'ai vu... On parle spécialement de vous, Philbert Atisso. De moi. Oui, certains disent que vous avez été de ceux qui ont tué, par exemple, le collectif sur le Togo. Non, plutôt la C14. La C14. Ouais. Alors, et je vais vous poser cette question. J'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit, j'ai pas réfléchi à ça. Voilà quelqu'un qui a été dans la C14, qui a des valeurs et qui pense que la politique doit porter des valeurs. Tout à l'heure, nous allons en venir à l'opposition, les difficultés de l'opposition. Et cette personne-là a dit que certaines choses se sont passées au sein de la C14 qui ne sont pas normales. Et maintenant, Dieu faisant les choses, si vous voulez faire la lecture, cette personne quitte la C14, devient directeur de campagne de Monseigneur Podro, qui a beaucoup d'informations sur la C14. Moi, j'ai rencontré Monseigneur Podro. Monseigneur Podro m'a dit, Fulbert, j'en sais plus que vous. Ce que vous dites là, ou bien ce que vous avez dit là, ce que vous m'avez dit là, est en deçà de ce que moi je sais. Cette personne fait de moi le directeur de campagne de la dynamique, Monseigneur Podro, du candidat qu'il a choisi, à Guillaume Kodio. On fait de moi le coordinateur général de la dynamique, Monseigneur Podro. Je vous pose la question, y compris Gérard Radja, qui est un collègue de... Est-ce que ce n'est pas une ascension? Absolument. Alors, celui dont on dit qu'il a gâché ou qu'il a gâté quelque chose, prend de l'ascension, devient directeur de campagne et coordinateur général de la dynamique. Et il a travaillé pour obtenir les résultats qu'on a eus aujourd'hui. Ou même si on veut s'en tenir aux résultats, aux faux résultats que la CENI nous a donnés. La dynamique est en tête dans le suffrage universel. Ce monsieur a travaillé pour qu'on ait ces résultats-là. Ce n'est pas un démenti à ces ragots que les gens ont racontés. Cette personne n'est pas portée en triomphe par les lois de la nature,
Est-ce que ces résultats... Ce n'est pas moi. Les résultats, est-ce que c'est pas plus, comme vous l'avez dit, Monseigneur Podjo, que vous? Ces acteurs... Non, mais en fait, quand vous évoquez les résultats, vous les liez à Oui. tout ce que vous aviez pu accomplir. Est-ce que c'est pas plus, Monseigneur Podjo, puisque c'est ce que vous C'est avez dit? Monseigneur Podjo seul qui a travaillé sur le terrain. Non, mais en fait, vous aviez dit que c'était sa dynamique, sa personnalité. Il est le parrain de la dynamique. Mais nous avons travaillé dans la dynamique. Monseigneur Podjo est un évêque. Il sait très bien que l'évêque Saint-Augustin a dit que le résultat est porté par à la fois l'action des hommes et l'action divine. C'est la conjugaison des deux qui donne les résultats. Donc, même si Monseigneur Podjo est le parrain de la dynamique et qu'il a une personnalité qui a joué, il y a des gens qui ont été à la manette, qui ont travaillé sur le terrain, notamment le directeur de campagne du président Guillaume Kodjo et le coordinateur général de la dynamique. Moi, je voudrais tout simplement vous dire que ceux qui ont retourné les problèmes de la C14 sur d'autres, alors qu'ils sont les vrais auteurs de la cassure de cette organisation. Moi, j'ai jamais rien pris à la C14. J'ai jamais commis un acte répréhensible à la C14. J'ai jamais dénoncé qui que ce soit d'avoir fait quelque chose. J'ai des informations. Simplement, j'ai dit, quand on lutte, on ne prend pas des cadeaux de l'adversaire, on ne prend pas des cadeaux par personne interposée. Mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui, mais en fait, une question qui est aussi importante à vous écouter, et tout ce qui se dit depuis quelques mois sur les réseaux sociaux, ou soit dans les médias, et les révélations, les dénonciations des uns et des autres, à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si au niveau de l'opposition, si vous n'êtes pas tout simplement indigne, vous tous? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ne nous mettez pas du tout dans le même panier. Ne nous mettez pas du tout dans le même panier. Nous sommes différents. Monsieur Gérard Radja disait tantôt que ce qui s'est passé cette fois-ci à partir du 22 février 2020 n'a jamais été fait. Et c'est ça qui a mis le pouvoir dans ces difficultés-là. L'État est immobile. L'État est plombé. Le pouvoir politique est plombé. Il n'arrive pas à bouger. Et ça, c'est à l'actif de la dynamique. Il reste à capitaliser cela. Justement, comment capitaliser ce que vous décrivez là? Oui, quand vous disiez que la dynamique a réussi à tuer l'opposition, moi je... Non, mais en fait, c'est parce que c'est ce qui se dit. Oui, oui, c'est ce qui se dit. Et ça me fait rire un peu parce que ça dépend de quelle opposition est en train de mourir. Parce que nous autres, nous ne sommes pas en train de mourir. Au contraire, nous sommes en train de travailler. Et nous sommes de l'opposition. Et nous sommes de l'opposition aussi. Nous travaillons. Et nous avons les yeux bien écarquillés, les oreilles bien ouvertes, et puis nos mains travaillent, nos pieds marchent, et nous allons, nous revenons, et nous cherchons la solution pour le Togo. Et pour le Togo tout entier, y compris les partis qui ne peuvent plus aujourd'hui, ou bien qui ne veulent plus vivre, hein, parce que personne n'a tué aucun parti. Alors, comment capitaliser tout ça? C'est ce que nous disons. Nous avons créé un traité citoyen de la libération nationale. Nous voulons rassembler tous les Togolais au sein de ce mouvement qui est la DMK pour travailler dans le but d'obtenir une alternance. Et l'alternance pacifique surtout. Parce que si nous regardons un peu ce qui se passe dans la sous-région, où le chef d'État malien, l'ancien chef d'État malien, Ibeka, soit obligé aujourd'hui d'être dans cette situation, le président Blaise Compaoré qui tourne comme un centre de domicile fixe, et d'autres également qui créent des problèmes dans leur pays, nous disons, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça après avoir gouverné et traîné dans d'autres pays comme exilés? On n'a pas besoin de ça. Nous cherchons la solution pour le Togo. Le Togo a inauguré quelque chose qui est mauvais, un coup d'État. Nous voudrions que le Togo inaugure une autre chose, une solution pacifique de passation de pouvoir. Et que les autres aussi apprennent ça. Et que ce soit à l'actif du Togo et de toute l'Afrique. Donc nous cherchons à ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont perdu l'élection reconnaissent qu'ils ont perdu et que nous allions dans une sorte de solution de sortie de crise. Est-ce que vous êtes toujours... ce qui se passe là n'arrange personne. Est-ce que vous êtes toujours dans cette posture, à savoir que c'est vous plutôt qui avez gagné l'élection? Mais évidemment, parce que nous croyons à notre victoire. Nous vivons en dedans de nous et que nous avons gagné cette élection. Et ceux qui contestent
cette victoire, enfin, ceux qui nous contestent cette victoire aussi savent très bien que nous avons gagné. Et donc, nous portons la victoire à nous. Même si nous n'exerçons pas le pouvoir pour le moment, nous savons que nous avons gagné. Et donc, il faudrait que nous arrivions à une solution où les vrais perdants acceptent d'avoir perdu et que les vrais gagnants occupent le pouvoir et l'exercent. Est-ce que parmi ces solutions-là, vous avez inclus les nominations d'ambassadeurs? Bon, la nomination des ambassadeurs, ben, c'est notre stratégie pour pouvoir arriver à Mais la solution. à quoi arrivent justement ces nominations? Je dis ça fait partie de notre stratégie. Vous n'allez pas me demander de vous détailler notre stratégie ici, sur la place publique. Il y a certains qui se moquent de ces nominations. Ben, Alors, Non, mais en fait, non, je vais répondre. Mais avant, je vais dire, je vais citer un auteur qui dit, si vous me faites taire, si vous me refusez de parler, c'est parce que j'ai raison. Mais nous avons été convoqués par les instances du pouvoir, la justice, le SCRIC, où on nous a dit, vous ne parlerez plus de votre victoire à l'élection présidentielle. Pourquoi on a envie de nous faire taire? Aussi bien au candidat de la dynamique, Monseigneur Kodjo, celui qui estime... Mais pourquoi on peut refuser à quelqu'un de croire que c'est lui qui a gagné une élection, même si par ailleurs des institutions ont proclamé des résultats? Pourquoi on lui refuse? Pourquoi nous, on nous refuse de parler? C'est parce qu'on a des choses à se reprocher. Est-ce qu'on vous a, Bon, maintenant, est-ce qu'on vous a vraiment interdit de parler? oui, mais bien sûr. Bien sûr, moi. Mais comment ferez-vous en fait la suite? Comment continuerez-vous pas à faire la politique si vous ne pouvez plus parler de ces élections? Justement, vous posez bien la question. Allez poser la question. Non, mais en fait, c'est la question que moi je pose. Non, mais allez poser la question au magistrat. Allez poser la question au magistrat de savoir comment vous pouvez interdire à des acteurs politiques de parler politique, de parler d'une élection dans laquelle ils ont été acteurs et partie prenante. C'est abracadabrantesque, comme l'a dit. Dans quelques instants, les auditeurs ils vont intervenir. Nous avons débordé largement le temps que le début de l'intervention à l'antenne parce que nous avions pris du retard à démarrer cette émission. J'ai également beaucoup de réactions. Nous avons beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et des réactions des auditeurs qui nous regardent un peu partout dans le monde. Mais avant de commencer par voir les auditeurs, il y a cette question, tout le monde doit se poser cette question en ce moment. Et voilà, vous êtes de la dynamique. Je vous ai demandé où se trouve Monseigneur Kodjo, comment va-t-il? Vous m'avez dit qu'il va bien et que je peux même l'appeler si je le veux bien. L'autre personnalité importante, c'est Agbewe Kodjo, qui a dit récemment qu'il se trouverait dans un champ et ça a fait rire les amis sur les réseaux sociaux. Agbewe Kodjo, comment va-t-il? Mais il va très bien, M. Kodjo va très bien. Il est là, dans son maquis. Et puis, il continue par travailler pour la matérialisation de l'alternance que Dieu, le peuple togolais ont décrété le 22 février 2020. Pourquoi a-t-il choisi de quitter le Togo? Je ne sais pas s'il a quitté parce qu'on ne le voit plus. Pourquoi on a choisi d'aller dans qu'il ce a maquis? quitté? Je demande pourquoi on a choisi. Oui, mais c'est vous qui l'avez dit. Oui, mais en fait, peut-être que vous l'avez contacté. Oui, mais est-ce qu'il est toujours dans sa maison? Il dit qu'il est dans le maquis. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais le maquis, ça peut être n'importe où. Ça peut être sous son lit. Mais pourquoi le maquis, ça peut être n'importe où. Pourquoi vous estimez que c'est il a quitté? Le maquis, c'est un abri où une personne qui estime être menacée se met pour éviter des représailles. Vous ne pouvez pas ne pas reconnaître qu'il a eu des représailles. Non, mais en fait, des menaces sérieuses pèsent sur sa vie. Oui, mais en fait, le 21 avril 2020, ce qui s'est passé dans sa maison, où on a arrêté une panoplie de gens, qu'on a sorti de la maison mis à plat ventre, qu'on a menotté, qu'on a conduit au SCRIC. Vous avez vu ce qui s'est passé? Toutes les convocations qui ont défilé. Et après, il a eu des informations selon lesquelles sa vie est menacée, et qu'il se présentait, le pire allait arriver. Il a décidé de se mettre à l'abri. Donc, il est à l'abri. Ne nous posez pas la question. Vous êtes journaliste, investiguez pour savoir là où il se trouve. Tout à fait. Agbewe Kodjo dit se trouver dans un champ de maïs, et pour nous autres, il s'agirait sans doute, ou probablement, d'une métaphore.
Mais que voudrait-il dire? Qu'il est en difficulté? Ben, écoutez, je ne crois pas que ce que comprennent les gens, ou bien ce que les gens pensent comprendre, c'est ce que M. Kodjo veut exprimer. C'est mal connaître M. Kodjo Guillaume, le président que nous avons élu. C'est mal le connaître que de croire qu'il serait dans un champ de maïs et qu'il serait en difficulté. Oui, il est en difficulté pour sa sécurité. Il est en difficulté parce qu'il défend sa victoire et qu'on ne veut pas lui reconnaître et on cherche à le tuer. Il est en difficulté parce qu'il porte les espoirs de tout un peuple et qu'il n'arrive pas encore à faire aboutir à l'objectif. Donc il peut être en difficulté par rapport à ça. Mais ce que les gens racontent, bon, ce sont des histoires. M. Kodjo s'en sortira très bien, nous le croyons, parce que nous avons la foi, il a la foi aussi, et nous prions tous les jours pour que les choses s'arrangent. Est-ce que c'est vrai qu'on veut vraiment attenter à sa vie, puisque les élections présidentielles au Togo, c'est pas la première fois. Puisqu'il le dit... Par le passé, attendez, je vais finir. Par le passé, d'autres candidats également étaient dans les mêmes postures, ou presque, qu'Agbemi Kodjo. Mais pourquoi subitement le pouvoir voudrait-il tuer Agbemi Kodjo? Est-ce que ce qu'on a fait avec lui, j'évoquais tout à l'heure une date, oui, le 21 avril, est-ce que ce qu'on a fait avec lui, on l'a fait avec d'autres? Est-ce que le fait qu'on nous ait traîné devant les juges, devant les enquêteurs au SCRIC, est-ce que c'est déjà arrivé, même s'il est vrai que les contestations post-électorales, il y en a eu? Mais ce que nous avons vécu, ce que le président Guillaume Kodjo a vécu, est-ce que ça n'est pas inédit? Est-ce que c'est déjà passé? Non, ça ne s'est pas déjà, ça ne s'est pas encore passé au Togo. Maintenant, voilà un monsieur sérieux, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, de surcroît ancien ministre de l'Intérieur qui sait quelque chose sur l'organisation du régime en termes sécuritaires et qui dit, je suis menacé, on me convoque, je préfère envoyer mes avocats que de me présenter. Et vous doutez de sa bonne foi quand il dit que je ne peux pas me présenter, je suis menacé, je me mets à l'abri en attendant. Nous ne doutons pas un seul instant qu'il a des informations sérieuses. Alors vous dites, on n'a pas fait ça avec d'autres, ou ça ne s'est pas passé avec d'autres. Oui, c'est peut-être parce que la contestation qu'il a faite a eu une telle ampleur qu'on estime qu'il faut le faire taire. Absolument. Et puis, oui, on ne poursuit que ce qui menace. C'est parce qu'on sent que... Non, mais quand vous parlez de persécution, d'autres acteurs avaient été persécutés aussi au Togo. Oui, bien sûr. Nous-mêmes, nous l'avons été. Oui, en fait, des gens étaient persécutés. Je ne vais pas donner de nom, mais en fait, vous êtes sur la scène politique depuis des années. D'autres acteurs avaient été aussi persécutés. Oui, mais ce qui s'est passé au domicile de M. Kodjo, ça s'est passé ailleurs aussi? Dites-moi. Pas dans les mêmes dimensions. Ah oui, alors, donc il faut comprendre. Il a été donné pour mort, ou il a été annoncé pour mort à Agbemi Kodjo, et puis après, les gens parlaient de résurrection, puisque quelques instants après, on a eu une réaction venant de lui. Mon heure n'a pas encore sonné. Comment expliquez-vous cet épisode? On aurait parlé de quelque chose qu'il aurait organisé lui-même. Parce que, vous savez, dans l'histoire de France, l'attentat du Petit Clamart contre le général de Gaulle, et puis après, il y a eu un autre attentat contre Mitterrand, et on a dit que c'est lui-même qui l'a monté pour faire sa publicité. Alors, on aurait cru que c'est le président Guillaume Kodjo lui-même qui aurait fait monter ou émerger ces rumeurs pour se donner de l'importance pour faire sa publicité, mais tout le monde a compris que c'est un journal proche du pouvoir politique qui a sorti le premier cette information sur la mort du président Guillaume. Tout le monde était surpris. Lui-même en était surpris quand on l'a informé. Ben, il a dit, je suis plus vivant que jamais. Ceux qui veulent ma mort ne l'obtiendront pas. Parce que je porte l'espoir quand même d'une grande partie du peuple. Je ne mourrai pas pour l'instant. Mon heure n'a pas encore sonné, je vis et il est vivant. C'est ça la réalité. Nous allons écouter les auditeurs, ils vont intervenir dans l'émission comme c'est de tradition. Je rappelle les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. J'ai également beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Je ferai le plaisir de lire quelques-unes de ces réactions. Les amis invités
et feront le devoir de réagir. Je rappelle que ce sont Philbert Tissot et Gérard Adja qui sont en studio avec nous ce dimanche au début. Le téléphone, allô, bonjour. Oui, allô? Allô. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, je voulais intervenir par rapport à l'alternance incarne la dynamique du monde bien produit. Il y a une branche de l'opposition qui dit que l'alternance serait obtenue à la suite d'un accord qu'ils avaient conclu. Et ils disent que de toute espèce, dans 5 ans d'agir, cette alternance pourrait être obtenue dans la thèse de façon pacifique. Donc, je voudrais savoir, entre les deux options, est-ce que la dynamique montre un peu de avec l'autre branche de l'opposition qui compte obtenir l'alternance dans 10 ans, ou bien pour elle, cette dynamique, l'alternance sera obtenue dans un bref délai de façon dynamique. Bien, merci. Voilà la question. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, nous avons reçu un acteur politique qui a estimé que l'alternance est en train d'être négociée et qu'elle pourrait intervenir dans un délai d'une dizaine d'années. Et il a été lui-même rappelé à l'autre par la suite au niveau de son parti politique. Mais vous, quelle est votre position sur la question de l'alternance? Est-ce que vous pensez qu'on va l'obtenir de sitôt? Certains pensent même que le Togo est condamné, qu'on ne l'obtiendra pas de sitôt. Non, moi je pense que l'alternance, nous croyons que nous l'avons obtenue le 22 février 2020. Le peuple a massivement voté pour que le Togo connaisse l'alternance. Et nous pensons également que Dieu a mis son esprit dedans pour que les choses puissent se révéler ainsi. Et donc, pour nous, les Togolais ont voté pour l'alternance. Ils ont voté pour notre candidat. Et donc, nous travaillons pour que cette alternance qui a été décrétée ce 22 février 2020 par le peuple togolais puisse être matérialisée. Donc, nous ne sommes pas dans un agenda de 10 ans. Nous n'avons pas connu, nous n'avons pas travaillé avec ceux dont on parle, nous n'avons jamais discuté avec eux. Nous autres, nous sommes dans la logique de faire vivre l'alternance aux Togolais parce qu'ils l'ont décidé le 22 février. Bien, merci à cette question qui a alimenté les débats il n'y a pas très longtemps. Les collègues de l'opposition, nous les avons battus partout. Je n'ai jamais vu ça. On attribue ces phrases-là à Philbert Tissot. Est-ce que vous les reconnaissez? En fait, c'est la question. Oui, je reconnais cette phrase dans sa forme littérale. Mais dans son esprit, la phrase est sortie du contexte. Ou en tout cas, en prononçant cette phrase au cours d'une conférence, mon esprit n'était pas de dire que nous avons battu les collègues de l'opposition. Parce que ce n'était pas notre objectif. L'objectif de la dynamique Monseigneur Koudrou, Monseigneur Philippe Koudrou l'a assigné clairement. Battre le candidat du parti au pouvoir, Faure Gnassingbé, et prendre le pouvoir. Alors, quand moi je disais ça à la conférence, j'ai dit que la dynamique Monseigneur Koudrou est une organisation de gens humbles. Nous sommes très humbles. Parce que le 22 février 2020, nous avons réalisé une prouesse. Partout, nous avons battu tout le monde. Et même les collègues de l'opposition, nous les avons battus partout. Mais à aucun moment nous ne l'avons dit, parce que ce n'est pas notre objectif. À aucun moment nous l'avons révélé. Mais en d'autres temps, on a vu d'autres partis qui, au lendemain d'une élection législative, sont allés dans un meeting pour dire le grand frère, c'est le grand frère. Nous sommes le grand frère des partis, de tous les partis de l'opposition, parce que nous avons obtenu le meilleur score au sein de l'opposition. Ça a été dit, on ne peut pas l'occulter, on ne peut pas le nier. Mais nous n'avons jamais dit ça. C'est ça, en fait, l'esprit dans lequel j'ai prononcé. Comment comprenez-vous ce qui semble, ou ce qui ressemble de plus en plus à une animosité entre les acteurs politiques de l'opposition? C'est pour ça que nous voulons, au sein de la dynamique Monseigneur Koudrou, dépasser les chapelles. Les chapelles sont source de guerre. Et même quand vous dites que les gens s'attaquent sur les réseaux sociaux,
Nous n'avons jamais vous écrit n'aurez quelque chose. jamais Jamais nous n'avons la écrit dynamique. quelque chose Personne. pour insulter qui que ce Non, soit. mais vous avez vos représentants quand même. Non, sur les pas Non, mais réseaux les sociaux. représentants, est-ce que nous les Est-ce reconnaissons? que nous les connaissons? Est-ce que Nous nous ne les connaissons même Mais pas. vous n'avez jamais condamné, vous aussi, publiquement, les propos qui sont tenus sur ces réseaux sociaux. Condamnés à où? Mais vous pouvez, par exemple, intervenir sur les réseaux sociaux. Les gens qui interviennent, nous les connaissons Nous ne même les pas. connaissons même pas. Nous ne les connaissons même pas. Oui, mais en fait. Pourquoi aller chercher à démentir Ah, ce que voilà. quelqu'un que tu ne connais pas qui dit? Non, Les gens disent que nous quelqu'un mentons. d'intérêt. Les gens disent que nous faisons de montage. Nous ne savons pas ceux qui sont à l'origine de ces montages. Aujourd'hui, la dynamique, Monseigneur Podro, est diffuse. Ok, Elle est partout. il y a plusieurs questions. Il y a cette intervention de. En fait, l'auditeur, il s'appelle Elolo. En fait, il nous regarde quelque part. Et il a laissé une grande littérature. Je vais citer un extrait. Soyez honnête et dites la vérité au peuple. Vous avez eu la mission de dissoudre l'opposition au Togo et par la suite d'affaiblir la diaspora. Tout ceci pour ramener au Togo le monopartisme. C'est un extrait. Non, moi je vais donner quand même C'est mon rigolo, point de c'est vue visible. avant que Urbain ne complète s'il veut. Vous savez, ces gens qui disent, qui disent des choses comme ça, je me demande quel est leur objectif. Est-ce qu'ils travaillent dans l'intérêt du peuple togolais ou est-ce qu'ils travaillent dans l'intérêt d'un parti politique? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas meilleure organisation que la dynamique. Monseigneur Podjo. Les résultats sont là. Les résultats sont là, et aussi bien en interne qu'à l'extérieur. Parce qu'il y a une force politique qui est née, un mouvement politique qui est né, qui est la dynamique Monseigneur Podjo, et nous travaillons de manière efficace. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est pour ça que je suis confiant que nous allons travailler pour l'alternance au Togo. Nous sommes confiants. On retourne au Parce téléphone. qu'il y a une très bonne Merci organisation. beaucoup, Gérard. Après deux auditeurs, on retourne pour avoir le troisième. Allô, bonjour. Bonjour, Oui, comment vous allez? M. Maglo. Ok, allez-y. Je voudrais tout d'abord décerner un carton vert à M. Sylvain Assisson. Si j'ai la mémoire bonne, c'est qu'il était le seul à soutenir l'arrêt des manifestations pendant la visite de la délégation de la CDAO. Si j'ai la mémoire bonne. Et donc, cela Allô, allô? On a compris. arrangé. Monsieur Maglo. Compare aussi avec ce qui s'est passé ici. Monsieur Maglo. L'année a parachevé les tâches et je crois que c'est plutôt à vous très très long. Monsieur Maglo. Il a en demandant que les manifestations continuent. Ça, c'est la première question. Maglo. Deuxième question, Monsieur Maglo. il y a quelque temps, M. Koyo, l'homme de l'ambassadeur dans certains pays, partout les gens, et même de l'extérieur. Et ce que je constate, c'est que les pays, les paysans de ces pays-là ne se connaissent pas. C'est facile, c'est un constat. C'est la question que je veux. Maglo. Allô? Oui, vous voudrez bien reprendre Non, j'ai compris. la première partie de la question? J'ai compris. Vous l'avez compris? Oui, j'ai compris. Ok. Bien, merci. Merci de nous avoir appelés depuis Aguenivé. En fait, il voulait dire que au moment où les deux ministres guinéens et ghanéens, Tibou Camara et le ministre de la Sécurité du Ghana, Kandapa, sont venus à Lomé pour signer l'accord du début du dialogue entre le pouvoir et la C14, j'étais l'une des personnes qui sont montées au créneau pour dire nous ne devons pas arrêter les manifestations pendant le temps où on sera en discussion. Et je crois que c'est ça qu'il voulait dire. Donc il a estimé que j'ai eu une vision assez réaliste et même je suis monté au créneau dans un meeting pour dire que si nous arrêtons les manifestations pendant qu'on dialogue, nous sommes foutus. Et au final, on a dit dans cet accord-là que pendant le temps où on va dialoguer, les manifestations sont suspendues. Et c'est ça qui a joué contre la C14 jusqu'à la fin. Chaque fois que nous avons voulu organiser une manifestation, on a dit « Ah, c'est vous-même qui avez signé pour dire. » Et quels sont ceux qui ont donné l'accord pour que les manifestations soient suspendues? Je ne les connais pas à ce jour où je suis assis dans les studios de Pyramide FM.
Bon, maintenant, je crois qu'il dit pourquoi les chefs d'État, vous voulez reprendre la deuxième partie de sa question, M. Pierre? Il est revenu sur la question de la nomination des ambassadeurs. Oui, oui, on n'a pas bien compris la fin. Moi-même, je n'ai pas bien compris. On n'a pas bien compris. Mais sur cette question, je voudrais dire que la dynamique, Monseigneur Kodrou, a deux branches. Et là aussi, c'est quelque chose qui est inédit. Il y a une branche internationale que nous appelons la CIDMK, qui a quand même une certaine autonomie, même s'il y a une passerelle qui nous permet de coordonner les actions. Et pour régler, réaliser les actions diplomatiques, eh bien, ils ont besoin de ces nominations pour travailler sur la diplomatie internationale. Vous pensez que c'est sérieux? Ben, bien sûr. Très sérieux. Ah oui, c'est sérieux Bien parce sûr. qu'ils en ont besoin. Et vous ne pouvez pas imaginer combien le Premier ministre Antoine Adjombe, il travaille, il rencontre la diaspora pour parler avec elle, etc. etc. Donc en fait, toute cette question relève de la coordination internationale. Oui, mais justement, si ces nominations, dans certains milieux, on pense que c'est de la comédie. Non. Bon, les gens peuvent penser, mais nous travaillons dans l'intérêt du peuple togolais. L'essentiel, c'est que les résultats soient là. Et donc, nous attendons les résultats, c'est tout. On ne fonctionne pas avec ce que les gens Mais ces pensent. résultats-là, vous les attendez pour quand? On bientôt. On ne peut pas présager Pour bientôt. d'une période quelconque parce Pour que bientôt. personne ne sait ce qui peut arriver demain. Hein. Le quatrième auditeur. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct, parlez un peu plus fort. Allez-y, c'est madame ici? Vous aviez C'est madame ici? demandé aux invités si la dynamique n'a pas réussi par tuer le peu d'acquis démocratiques qu'on a au Togo. Ils n'avaient pas bien répondu. Et le rôle d'ordre électoral a été institutionnalisé au Togo. Et en quoi cet énième rôle d'ordre est différent de tous les autres depuis 50-60 ans. Et puis, je remarque qu'avant et après les élections, sur les réseaux, on ne fait que lyncher un seul parti et son leader, qui n'est autre que Fabre et son ANC, alors qu'on a au moins 120 partis politiques. Comment se fait-il que ça se passe ainsi? Et puis, M. Fulbert et M. Agboyome ont été, moi je saute pour aller au Mali, ils ont été au Mali lors de la présidentielle de IBK. Et puis, Fulbert nous avait dit sur les médias que ça s'est bien passé, machin et tout. Bon, avec ce qui se passe en ce moment, comment il peut nous l'expliquer? Bien, merci madame. Merci madame. C'est déjà beaucoup pour les interventions. Fulbert Tissot, réaction? Oui, sur la dernière question. Alors, j'ai été observateur au Mali pendant les élections en juillet 2018. Alors, j'ai dit que les élections au Mali, la présidentielle notamment, s'est passée relativement bien. Parce que, écoutez, IBK a été élu au deuxième tour. Il a été mis en ballottage au premier tour par Soumaïla Cissé, celui qui est présentement introuvable parce que arrêté par et gardé par les djihadistes. Donc ce n'est qu'au deuxième tour que IBK a été élu. Alors moi je pense que peu ou prou, quand on voit la façon dont les élections se passent en Afrique, bon, c'est relativement satisfaisant. Mais maintenant, aujourd'hui, le problème de IBK, c'est qu'il est contesté sur la gouvernance quotidienne du pays. Les frasques de son fils, ancien vendeur de voitures qui est devenu archi-milliardaire, et IBK lui-même qui est en mauvais état de santé, qui travaille très peu, parce que quand moi, je vais souvent au Mali pour travailler, je le vois quitter sa résidence de Sebeni Koro pour aller à Koulouba vers 14h, 15h. Alors que chez nous, on a vu des présidents qui déjà à 5h du matin sont au boulot. Donc, c'est sur la gestion quotidienne du pays que ça ne marche pas.
le problème sécuritaire avec les djihadistes, ça ne fonctionne pas. Les réformes, ils n'arrivent pas à les opérer. Est-ce que vous n'êtes surpris par l'intervention des militaires? Je ne suis pas surpris parce que ça n'est pas la première fois. Même en 2012, vers la fin du mandat de ATT, il a été également déposé par les militaires. Là-bas, c'est quand même une armée assez républicaine qui est à l'écoute du peuple. Et lorsqu'il y a un problème qui empêche le fonctionnement normal du pays, et quand le peuple l'exige, l'armée sort pour rétablir la légalité constitutionnelle. Je disais tantôt que les années 60 ne sont pas revenues, 60 ans après les indépendances. Est-ce que les armées doivent intervenir quand il y a des problèmes? L'intervention de l'armée, en fait, n'est pas une bonne chose. Mais des fois, ça se justifie. On ne doit pas condamner toutes les interventions des armées. Et ce qui s'est passé au Mali, et les gens appellent ça un coup d'État, mais en fait, moi, je ne l'appellerais pas un coup d'État. C'est une révolution populaire. Et puis, dans une révolution populaire, il n'y a personne qui est là qui puisse dire que c'est moi qui prends le pouvoir, si ce n'est pas l'armée. Et donc, l'armée n'a fait qu'achever une révolution que le peuple a déclenchée. Et donc, quand les gens l'appellent coup d'État et puis ils disent qu'il faut condamner tout ça, là, je dis non. Oui, Mais justement, la communauté internationale condamne ce qui se passe au Mali. oui, mais écoutez, Quelle communauté internationale? Laquelle? Non, mais en fait, celle que vous connaissez. Mais celle que vous connaissez, la CEDEAO, écoutez, l'Union africaine. la CEDEAO, parlons-en. La CEDEAO est une organisation de chefs d'État. Ce sont les chefs d'État qui se réunissent et non les peuples pour décider au nom de la CEDEAO. Et la plupart de ces chefs d'État, pour ne pas dire la majorité, sont des dictateurs. Et ils s'entraident, ils se soutiennent. Donc, la CEDEAO est complètement galvaudée. Ça n'est pas une institution au service des populations de la CEDEAO. Donc, nous ne pouvons pas prendre... Est-ce que vous appelez la refondation de l'institution? Absolument. Il y a une partie de la question de l'auditeur. Il parle du lynchage de l'ANC, de son leader sur les réseaux sociaux. Loin de là. L'un de là. Vous savez, hein, il faut Non, mais en fait, il ne vous impute pas cela. Elle ne vous impute pas cela. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Nous, les responsables de la dynamique, nous n'avons jamais lynché un responsable de l'ANC. Nous ne l'avons jamais fait. Le président Abdomen Kodjo n'a jamais fait. Il a d'ailleurs cherché plusieurs fois à rencontrer Jean-Pierre Fabre. Appelé plusieurs fois. Donc, on ne l'a jamais fait. Et donc, si certaines personnes eux-mêmes se dévoilent aujourd'hui parce qu'ils faisaient des choses que les gens ignoraient, et qu'aujourd'hui les gens découvrent, ah, c'est vous qui faites ça, et que ça constitue des occasions pour les autres de se déverser sur eux, ça, bon, c'est leur propre affaire. Mais on n'a pas besoin de ça en ce moment. Bien, merci. Nous avons besoin d'être unis pour réaliser la... Mais vous pensez que l'opposition du Togo peut se réunir à nouveau, peut travailler encore à nouveau ensemble après ce qui s'est passé, après ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Mais pourquoi pas? Nous sommes en politique. Nous travaillons, nous disons que nous avons créé ce que nous appelons la charte citoyenne de la libération nationale. Et on appelle tous les acteurs à y adhérer. C'est-à-dire que ce n'est pas... Mais est-ce que vous pouvez montrer vos limites? Quelle limite? Non, mais en fait, d'être ensemble. Quand, par exemple, j'écoute... Non, vous savez, aujourd'hui, au niveau de la dynamique, il y a quelque chose de formidable qui se passe. Aucun parti ne se dit dominant. Et c'est ça qui fait qu'il y a une certaine ambiance, une certaine... Et aucun n'est dominé. Et aucun n'est dominé. Mais certains disent que vous êtes que des petits partis. Mais oui, mais le résultat qu'on a fait... Petit parti, le résultat est là. Alors, Gérard, je voudrais dire à M. Pierre Atioubé que là, nous ne pouvons pas lyncher M. Jean-Pierre Fabre, parce que c'est un acteur politique majeur. Absolument. Nous avons besoin de tout le monde. On ne peut pas le faire. Les gens le font en notre nom, au nom de la dynamique, mais nous, non. Nous avons besoin de tout le monde. Est-ce que vous dénoncez ceux qui le font à votre nom? Dénoncer où? Non, mais en fait, là, vous êtes en direct. Est-ce que, par exemple... Nous sommes en désaccord. C'est pas une bonne chose de le faire. Nous sommes en désaccord avec ceux qui font ça, si vous voulez que nous le disons. C'est notre sentiment profond. Ok, bien, merci. Maintenant, on retourne au téléphone pour intégrer notre auditeur. Allô? Bonjour, monsieur Pierre. Bonjour, vous êtes en direct, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. C'est Taoufik. Oui, Taoufik, allez-y. Bon, je salue. Bon, les élections présidentielles passées là, franchement parlant, moi je n'ai pas voté pour la dynamique, mais sincèrement, la victoire, c'est la dynamique qui a gagné. Franchement parlant, merci je ne beaucoup. m'attends pas. Merci.
un homme de Dieu comme l'ancien Koudrou, qui sait ce qu'il attend lorsqu'il marque que la dynamique a gagné, parce que les hommes de Dieu ont l'habitude de nous apprendre la vérité. Oui. Moi, je suis sûr que c'est la dynamique qui a gagné. Merci. Maintenant, en ce qui concerne la CEDEAO, là, mais je vais vous poser une question. Hein. Est-ce que la CEDEAO qui a demandé que les chefs d'État fassent 2 mandats là, est-ce que cette loi au sein de la CEDEAO est toujours en vigueur? Et maintenant, pourquoi lorsqu'un président, après avoir épuisé 2 mandats, fait tout pour faire un 3e mandat, même si lorsqu'il reprime cette population qui dit non, la CEDEAO n'organise jamais des extraordinaires pour dire non à ce genre de choses. Et maintenant, il sert la mine pour demander aux citoyens maliens qui ont réussi à déloger le président qui ne dirige pas bien le pays pour dire que le président a la carte du Christ. Il veut quoi encore? Il veut une autre guerre au Mali ou bien quoi? Je vous remercie. Tafik, on a compris. Il y a cette curiosité sur le continent africain et qu'on ne comprend pas. Le coup d'État, moi je ne continue pas à parler de coup d'État, au Mali a applaudi ou est compris ou est soutenu, curieusement, par un certain nombre d'Africains. Comment est-ce que vous comprenez cela? Il y a certains même qui font des appels aux armées à intervenir sur la scène politique. Comment comprenez-vous ça? Moi, je pense qu'il y a une question de terminologie, M. Pierre Latiobé. Quand vous parlez de coup d'État, quelle est la définition d'un coup d'État classique? C'est lorsque une partie de l'armée se lève, utilise la force pour subvertir les institutions et se proclamer Homme fort. voilà, homme fort et puis garant du pouvoir et qui dirige. Donc c'est ça le coup d'État classique. Mais dans le cas d'espèce, dans le cas du Mali, c'est des manifestations qui paralysent la vie du pays. Les gens se rassemblent, quand vous connaissez bien Bamako, sur la place de la République. C'est le centre de Bamako. Des centaines de milliers de gens. Toutes les semaines, le pays est paralysé. Maintenant, qui peut intervenir pour que le pays reprenne le cours normal? Puisque... C'est l'armée. Ben oui, mais puisque le chef de l'État ne veut pas démissionner. Elle a mis fin au fonctionnement des institutions. Oui. Mais ça fait un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État classique. Ok, l'armée a parachevé sur la question, une insurrection populaire. A parachevé. Et l'ancien président de la République que ça soit a démissionné lui-même. Comme vous l'appelez, comme vous voulez. Oui. Mais c'est applaudi dans plusieurs capitales, c'est compris. Et dans certaines capitales, on appelle carrément les militaires à intervenir quand ça ne va pas. Comment comprenez-vous cela? Alors qu'on sait que depuis 30 ans, les États africains sont engagés dans un processus démocratique. Moi, je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'abord faire en sorte que les élections deviennent véritablement la voie d'accès au pouvoir. Quand vous prenez un pays comme le Togo, avec ce qui s'est passé le 22 avril 2020, avec ce qui se passe toujours, on a compris que les élections ne constituent pas la voie d'accès au pouvoir. Bien sûr. Et aujourd'hui, les populations se disent, il ne sert plus à rien d'aller voter. Je peux vous dire que quand nous étions en campagne électorale, avec notre candidat, le président Guillaume Kodjo, les gens nous ont toujours posé la question. Nous allons voter pour vous, parce que vous êtes les gens de Monseigneur, parce que vous nous apportez de l'espoir, vous avez un bon discours. Mais maintenant, si on vote pour vous, est-ce que vous pouvez prendre le pouvoir? Parce que ces gens-là, on les connaît, ils ne vous laisseront pas le pouvoir. Ils ont plombé l'ensemble des institutions. Donc, première chose, faire en sorte que dans tous les pays de la CEDEAO, les élections deviennent la voie d'accès au pouvoir. Deuxième chose, faire en sorte que dans nos pays, comme dans certains pays scandinaves, il y a ce qu'on appelle l'impeachment. C'est-à-dire que lorsqu'un chef d'État arrive au pouvoir et qu'il devient fou, et qu'il ne dirige pas bien, la gestion quotidienne du pays est catastrophique, qu'il y ait des moyens pour que les institutions, les populations puissent l'empêcher en cours de mandat de continuer. C'est ce qui s'est passé avec Ibeka. Il ne travaillait plus, le pays allait à volo. Son fils, avec ces phrases qu'on a vues dans les images, etc. Plein de moyens, le pays était corrompu, etc.
Non, en fait, les djihadistes avançaient. Finalement, vous parlez d'impeachment, ce qui s'est passé à Bamako. C'est un impeachment. impeachment. Ça n'a pas notre nom. C'est un impeachment. Puisque ce n'est pas constitutionnalisé, c'est l'armée qui a fait ça. C'est un impeachment. Et moi, j'ajouterais que, vous savez, il faut que en Afrique, nous arrivions à comprendre que les peuples évoluent. Et la communication aujourd'hui est telle que beaucoup de gens comprennent ce qui se passe. Et donc, vouloir maintenir le peuple dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, je crois que c'est créer sa propre tombe. Et aujourd'hui, moi je pense que l'exemple de Bamako, ça peut servir à d'autres pays. Et donc il faut que les dirigeants... La Côte d'Ivoire par exemple? Oui, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais en Côte d'Ivoire par exemple, Alassane Ouattara a été investi ce samedi comme candidat pour un troisième mandat. Comment analysez-vous la situation dans ce pays? Vous savez, hein, bon, je voudrais, avant qu'on arrive à la Côte d'Ivoire... Non, mais en fait, il nous reste 5 minutes. Oui, rapidement. Entre-temps, Maître Boibo, père son âme, je lui rends un grand hommage, il avait dit il faut qu'on déverrouille les institutions. Si tout ça se passe comme ça, c'est parce que les institutions sont verrouillées. Sinon, si la Cour constitutionnelle fonctionne bien, si la justice fonctionne bien, si la CENI fonctionne bien, je ne crois pas qu'on en serait là. Et les autres pays aussi veulent copier ce qui se passe chez nous. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Et pour arrêter ça, on a besoin du grand pardon de l'ancien Premier ministre Dem Kodjo également. Il faudrait que nous nous mettions dans ce schéma. Je rends hommage au Premier ministre Dem Kodjo également, qui est parti. Un grand hommage à lui. Il faudrait qu'on en arrive à ça, le grand pardon. Mais le grand pardon, il faudrait que les tenants du pouvoir aussi le mettent dans leur esprit, dans leur conception du pouvoir. Est-ce que le grand pardon, cela peut supposer peut-être demain retrouver tous les Togolais dans une sorte de conférence nationale, dans un nouveau dialogue, je ne sais pas. Non, il suffirait que les tenants actuels du pouvoir reconnaissent que nous avons mal fait. Nous sommes désolés, nous avons mal fait. Je pose la question parce qu'il n'y a pas très longtemps, un acteur issu de la dynamique disait qu'il faudrait régler politiquement la question qui se pose. Mais bien sûr, on ne peut que trouver une solution politique parce que quand vous faites quelque chose et que ça n'arrange pas la grande majorité, et que c'est une petite minorité que ça arrange, et même pas les minorités au Togo, mais c'est les forces extérieures qui profitent de la richesse du pays, il faut qu'à un moment donné ça s'arrête. Donc il faudrait que, parce que ce qui se passe au Togo, ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens, militants du parti au pouvoir, qui voudraient aussi que les choses changent. Et donc, il faudrait que nous en arrivions là, que ceux qui ont conduit le pays dans cette situation reconnaissent leurs torts, leurs erreurs, et qu'ils aient le courage et l'humilité de dire que nous avons mal fait, et que nous sommes désolés, et bon, on peut faire autrement les choses, et que le pays puisse se remettre. C'est important. Le grand pardon suppose d'un côté comme de l'autre, du côté de ceux qui sont au pouvoir, une introspection pour comprendre que, au final, nous sommes les fils d'un même pays. Laissons les choses se faire au mieux. Ne brimons pas les autres. Créons les conditions d'une alternance pacifique. Ils peuvent le faire s'ils veulent. Ils ne sont pas encore prêts. Donc, c'est ça le grand pardon, l'attitude qui doit venir de leur côté. Mais de notre côté, ou du côté de l'opposition, comprendre que ceux qui sont au pouvoir, quelles que soient les tribulations auxquelles ils nous ont soumises, quels que soient les problèmes qu'ils nous ont causés, les souffrances, nous devons pardonner ça et comprendre que même si l'alternance arrive, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, nous devons rester ensemble, nous devons vivre ensemble. Faure Gnassingbé doit rester dans le pays sans que personne ne touche à ses cheveux. C'est ça en fait le sens du grand pardon. Maintenant, sur la question de l'opposition, je voudrais dire une seule chose, et ce sera mon mot de la fin. Vous avez parlé de l'avenir de l'opposition. Je crois que l'opposition aujourd'hui ne peut avoir un avenir que si elle intègre trois choses. La première chose, c'est la capacité à devenir ou à cultiver une tradition de l'opposition. Il y a une tradition de l'opposition au Mali. Déjà, à l'époque de Soumanguru Kanté,
Soutiata Keita qui s'est opposé, qui a fait la guerre, qui lui a pris le royaume parce qu'il n'était pas destiné, c'était un roi méchant. Et on l'a vu tout au long de l'histoire comment les opposants du Mali font partir le pouvoir. Donc, une tradition de l'opposition suppose qu'on ait une véritable opposition avec des valeurs. On a proposé 50 millions à Mahmoud Dicko, qui ne les a pas pris. Il avait besoin d'argent aussi. Donc, cultiver une tradition de l'opposition. S'approprier des valeurs. Avoir une orientation politique claire. Parce que nous ne pouvons pas continuer à participer aux élections dans ces conditions, tout en sachant que les institutions sont verrouillées et que nous ne pourrons jamais, jamais accéder au pouvoir par des élections. Quelle est l'orientation claire de la lutte? Voilà un peu. Je n'ai pas l'occasion de le développer davantage parce que le temps nous prend de court. Il nous reste quelques secondes. C'est Gérard Dia qui va clôturer l'émission. Merci beaucoup. Non, moi je pense que là où nous sommes arrivés, le pays est dans l'impasse, il faut le reconnaître. Le chef d'État, je crois que lui-même doit se sentir gêné dans la situation actuelle où il se trouve, parce que je pense qu'il est humain et il a des sentiments, il a des émotions. Et s'il y a des choses qu'il n'avait pas comprises jusqu'à ce jour, je crois que ces derniers moments devraient lui permettre de comprendre que les gens, je ne dirais pas que les gens qui l'entourent, mais les conseillers n'ont pas été toujours utiles pour ce qu'il a eu à faire jusqu'à présent. Et la situation du Togo doit l'interpeller. Et nous pensons qu'il y a une solution politique pour que l'alternance soit réalisée. Les Togolais attendent vivement cette alternance-là. Nous avons prôné le grand pardon. Et nous prônons également la renaissance des institutions qui n'ont pas servi ce pays. Nous voudrions que les choses se fassent autrement. Et l'alternance pour laquelle les Togolais ont voté, je pense qu'il faut que cela se réalise. Merci beaucoup, Gérard Adia. Je rappelle que vous êtes vice-président du MPDD. Merci à Philbert Tissot, président du parti politique Le Togo. Autrement, cette émission, elle s'achève. Elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Venceslas Boga. Coup de pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Atiogbe. Le prochain rendez-vous des 12, c'est dimanche, midi. Au revoir. Écoute, écoute.